il y a des jeux en fait qui par leur concept ne permettent pas de contrôler plusieurs personnages, mais on va rencontrer énormément de personnages dans ces jeux-là, dans les jeux dont on va parler, et ça amène quelque chose de génial dans ces histoires derrière. Alors, c'est en gros un épisode composé à la gloire du PNJ, quoi. Oui, c'est ça. Mais alors, par contre, moi, dans mes exemples que j'ai trouvés, il y en a qui c'est pas des jeux où tu rencontres des dizaines de personnages. C'est genre des jeux où tu rencontres un personnage. Il peut y en avoir aussi dans ce cas-là, bien sûr. Mais en tout cas, c'est des personnages qu'on contrôle pas. Ouais. Et qui vont apporter beaucoup soit au gameplay, soit à l'histoire, ou aux deux. Bien souvent, les deux sont liés. Parce qu'on va voir que c'est des jeux qui ont souvent des histoires assez sympas, assez bien développées. Et voilà. Et ce serait peut-être bien de commencer par c'est peut-être mon jeu préféré de l'histoire du jeu vidéo. C'est Metal Gear 1. Alors, je sais pas. Alors, Metal Gear Solid 1. Oui, Metal Gear Solid 1, effectivement. Faut préciser, voilà, sur Play 1, qui est sorti en 96 de mémoire, 95. Dans ces eaux-là, ouais. Voilà, vers ces eaux-là. Alors, j'aurais dit 97, 98. Mais... J'ai hésité à 97. Alors, attends, aussi. non. Je crois que c'est au Japon, il est sorti un an avant. Il y avait quelque chose comme ça. Je vais te le dire tout de suite. C'est 97. D'accord, donc le premier chiffre que j'ai sorti, il était pas bon. Voilà. J'ai aucune certitude. Mais je voulais dire 97. Je me suis dit, c'est peut-être un peu trop proche, et je suis parti sur 96. On pourrait le vérifier parce qu'on a la technologie pour le faire. J'essaye en tant que de gagner du temps, voilà, de dire des conneries. En fait, on a la technologie pour faire un truc qui s'appellerait éventuellement couper l'enregistrement et rechercher. Mais non, on fait pas ça. C'est la prise directe, quoi. On n'est pas comme ça. On n'est pas des tireurs d'Ardisson, nous. On fait tout dans les conditions du direct. Ouais, d'ailleurs, on vient d'entendre. On est des Marc-Olivier Fogiel. Alors, ça me rappelle une blague sur deux médecins et un patient qui s'est chié dessus. Alors, il y en a qui auront écouté après un podcast, auront compris la référence. Mais du coup, on s'est tous trompés. C'était 98. C'était 98, voilà. Mais, ouais. Ah, la loose. Donc voilà, Metal Gear 1 qui est sorti en 98. Et ce qui n'était pas un détail super important. Ce qui n'est pas un détail super important. Mais on a cette volonté d'aller au bout des choses. C'est ça. C'est la précision. C'est contemporain de Matrix, le premier numéro d'ailleurs. C'est vrai. On a un podcast de précision. On est les snipers du podcast. Voilà. Donc voilà, Metal Gear 1. Donc contrôle Solid Snake pour faire un petit rappel de la chose. Alors je vais couper le son parce que ça va me faire chier longtemps ces notifications. Voilà. Ceci ne sera bien évidemment pas coupé au montage. On a fait des promesses. Donc voilà, Metal Gear 1, on contrôle Solid Snake et on va avoir toute une panoplie de personnages qui vont soit qui vont se mettre en travers de notre chemin, parce que ça va être nos ennemis. On peut avoir Sniper Wolf, on a Raven, Psycho Mantis, moi s'il y en a qui m'a marqué dans Metal Gear 1, c'est Psycho Mantis. Moi aussi. D'ailleurs, pareil, on y reviendra plus tard, mais Vulcan Raven. Voilà, c'est ça. Après, on a du côté du bien, on a le Otacon, les Meryl, Colonel au début. Après, est-ce que c'est pas un spoiler? Bon, j'ai envie de dire un jeu qui a plus de 20 ans, même 23 ans. Voilà, c'est ça. Parce que quand on parle de spoiler, voilà, il faut un peu si vous les avez pas fait, ça craint, quoi. Vraiment, vous êtes nuls, vous êtes nazes, vous méritez pas d'écouter ce podcast. Voilà, la typographie de notre logo, c'est la typo de Metal Gear Solid. Donc voilà, c'est vrai. Si vous avez pas la panoplie des références, voilà, là, on peut rien pour vous, quoi. On pense à toi, monsieur A. Hein. C'est vrai. Il est quand même fréquemment dédicacé, quand même, il a la classe, monsieur A. C'est vrai. Non. En vrai, non, il n'y a pas la classe. Le pauvre. Il a hérité d'un nouveau pseudo cette semaine, c'est le Seigneur de Cavaillon. Ah ouais? Ouais, mais Lord of Cavaillon. Non, c'est Seigneur avec un A. Et c'est un ouais, là, du coup, c'est moins cool, ouais. C'est un rapport avec des coitanos. Ah oui. Oh, d'accord. Mais c'est hardcore. Ah, bon, on a dit qu'il était pas classe, monsieur. Ah. Le seigneur de l'anal. Monsieur A en même temps. Voilà.
Et Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est 18+, hein, donc sauf qu'on Si vous êtes précise un pas. enfant de moins de 12 ans, il fallait pas écouter. C'est ça, c'est un peu trop tard, mais oui, effectivement. Et donc, du coup, on va rencontrer tout un tas de personnages. Donc voilà, des Meryl, des Otacon, le colonel qui est là depuis le début. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans Metal Gear Solid, c'est justement les échanges, comment ils se font en fait aussi par l'intermédiaire de la radio, donc codex. du codex, ouais. Et ça, c'est ce qui a apporté le jeu aussi d'une manière. Et puis le fait qu'il y a tout le développement en fait se fait à partir du codex, quoi, en fait. Quoi. Non, c'est ça. Après, il y a ce qui est bien dans le jeu, c'est que vraiment chaque personnage est facilement identifiable. Et moi, pour ma part, ils m'ont tous marqué à des échelles plus ou moins différentes, mais c'est des personnages, même Grey Fox, donc le ninja cyborg, c'est peut-être le perso qui a le plus la classe, tout jeu confondu. À titre personnel, il y a d'autres. Après, c'est un débat, hein, c'est toujours pareil. Mais il est pour moi au même niveau qu'un Sephiroth, par exemple, en termes de de classe, de Il a des de répliques qui charisme. tuent. Oui. Il y a des répliques qui... J'en ai aucune qui me vient à l'esprit. Mais Fais-moi sentir vivant. voilà, Voilà, par exemple. Voilà. En plus, les doublages français étaient top aussi, ça aide. Enfin, ouais, top, oui. Ça aurait pu être mieux, Ça mais, aurait pu être mais beaucoup pire. avec son époque, voilà, c'était très bien. Pire. Dans la fin des années 90, Elle est bien, c'est cette petite. Cette phrase-là, elle m'a toujours traumatisé. C'était quoi? C'était Sakomantis, je crois, qui apparaît dans les toilettes et qui mate le boule de Meryl et qui fait elle est bien, cette petite, en disant c'est ce que pense Snake. Oui. Mais Vous me donnez trop envie d'y rejouer en fait là. C'est vrai. je vais chez moi, je peux te le prêter si tu veux. Pas de J'ai une souci. PS1, c'est bon. Voilà, c'est parfait. Et mais ouais, non, c'est un jeu, voilà, même Liquid Snake, c'est un méchant, pareil, qui m'a marqué. Moi, jusqu'à ce qu'il devienne un bras qui prend le contrôle de Oui, Slot, voilà, c'est ça. j'aimais bien ce perso. C'est pareil. C'est Les il partait enfants très bien. terribles. C'est ça. Rien que ça. C'est ça, mais l'histoire de MGS1 du manière générale, elle est trop classe, quoi. Ouais, très classe. Mais les persos, voilà, ils ont vraiment beaucoup aidé. Alors, au final, on contrôle Solid Snake, mais à la sortie de ce jeu, on a retenu le nom de tous les persos. Les ennemis nous ont tous marqué. Sniper Wolf, moi, elle m'a fait chialer. Même Raven, Sniper quand Wolf, il y a les corbeaux qui viennent sur son cadavre à la fin, enfin. Même Psycho Mantis, Oui. tous les persos te marquent. Tu ressors de ce jeu. Alors, si tu es un être humain normalement constitué, excusez-moi, oulala. Mais qui respecte aussi la Constitution. Ah ouais. Voilà, exactement. C'est dans ce sens-là. Si tu es un être humain normalement constitué, le jeu, tu l'as refait derrière. Tu l'as refait une deuxième fois, si c'est Ne pas une serait-ce que troisième. pour débloquer le smoking. Oui, voilà. Et la tenue aussi invisible, je crois qu'il faut le finir 2 fois. Ou le Peut-être, bandana, je sais plus. plus. Enfin bref, t'as plein de trucs à débloquer. Et donc, tu es forcément amené à le refaire. Mais voilà, à chaque fois, tu te régales autant. Et les persos, enfin voilà, une fois de plus, tu ressens cette histoire. Les persos t'ont marqué, pas uniquement Solid Snake. Alors, ça va être, c'est quelque chose qu'on a chez Kojima qui est récurrent. C'est ça. Ces persos qui ont une backstory super riche, qui peut même être relou parfois. Parce que quelquefois, t'as des persos qui se présentent pendant 10 minutes. Et, c'est plus ou moins intéressant. Mais c'est vrai que les persos sont mémorables. Et puis bon, le coup de, moi, ce qui m'avait marqué, c'est le coup de Sakomantis qui lit ta carte mémoire, Oui. qui jette ta manette sur le sol. C'est ça, C'est un truc de fou. T'imagines aujourd'hui s'il devait y avoir un vrai remake de Metal Gear 1 et que Sakomantis il lisait ton historique internet. Je vois Pornhub. Je vois que tu as maté la catégorie. Et puis là, il te sort des catégories de fou furieux. Naine blonde, BBC, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'était ouf. Moi, ça, et aussi, bon, après, là, on est sur les astuces à la Kojima, mais le côté, le numéro de machin, il est derrière le CD. C'est le numéro de, Et que tu cherches comme un connard dans le jeu, comment tu regardes derrière le CD et qu'après tu dis, mais c'est la boîte. C'est la jaquette. C'est la boîte du jeu. Oui. Ouais, c'est quand même incroyable. Ouais, c'était la ligne pour contacter Meryl, je sais plus qui. Je crois que c'est Meryl, ouais. Il faudra contacter un petit peu plus vite parce qu'après, au bout d'un moment, elle t'appelle. C'est ça. Mais tu pouvais l'avoir plus rapidement comme ça. Même au Tacon, au début du jeu. Après, il est génial, Otacon, hein. Oui, c'est surtout dans celui-ci. Après, il se pisse dessus, je crois, même à un certain moment du jeu. C'est un gros lâche. Mais
un gros peureux, mais plus tard, ouais, il se... Otakon, otaku. Oui, c'est vrai. Oui, ça vient de là, Oui. c'est complètement de là. Mais je suis pas d'accord, c'est un peu insultant pour les otaku. Mais après, c'est un perso quand même qui se développe bien dans la saga Metal Gear, de manière générale, que ce soit dans le 4 ou... le 4 en fait, hein, parce que les autres, il y a plus de Solid Snake, enfin il y a plus le duo Solid Snake et Otakon, puisque on part sur l'histoire de Big Boss. Il était pas dans le 2, non? Non, je sais plus. Oui, dans le 2, ouais, t'as raison. Dans le 2, on l'a au début, je crois, quand tu contrôles Solid Snake de mémoire, et après tu l'as plus, après c'est le général. Honnêtement, ça fait 20 ans que j'ai pas joué à Metal Gear 2. Ouais. J'avais beaucoup aimé aussi le 2. Ouais, j'avais aimé, mais ça me faisait chier de contrôler Raiden. Ouais, on est tous d'accord. Oui, ça, on en a déjà parlé la dernière fois. Voilà, c'est ça. Mais après, pareil, t'avais Vamp, t'avais des persos super classe. Je me souviens de Vamp. Oui, c'est le meilleur. T'avais la meuf avec son rayon, là. Ouais, t'avais elle. Je sais pas comment elle s'appelle. Je me souviens qu'elle avait des chaussures super classe, par contre. J'adorais ses chaussures. Je l'ai plus en tête. C'était la Renoir, là, c'est ça? Ouais. T'avais aussi le gros, là, je sais pas, il s'appelait pas Fatman. Le gros qui faisait du roller avec les bombes, là, qui l'affrontait sur le toit. Bee quelque chose, non, il s'appelait pas Bee. Non, il y avait pas un mec avec des abeilles aussi dans le... Ça, c'était dans le 3, ça. Ça, c'est dans le 3. Il y avait The Pain dans le 3. Non, pas, non, The Sorrow. The Fear, The Pain, The Sorrow. Le mec, là, à un moment donné, tu marches dans un fleuve avec des poissons morts et des cadavres dedans. Séquence. Ouais. Et que si t'as tué, alors ça, du coup, je l'ai pas vérifié, mais il me semble que si t'as tué personne dans le jeu, à ce moment-là, t'as personne, en fait, t'as zéro fantôme. D'accord. Dans le lac. Il y avait Zien aussi, que si tu attendais 3 jours, il mourait. Oui. Parce qu'il était tellement vieux, il était tellement proche de la fin. Tu étais ta Play 2, tu modifiais l'horloge interne et tu redémarrais, et tu l'as lancé de 24 heures, l'horloge, ou de 72 heures, je sais plus combien, et en fait, il mourait de vieillesse. La séquence commençait sur sur le sniper qui était mort de vieillesse. C'est ça. Énorme. Ouais, c'est cool. Ça, je me rappelle, c'est ça. Mais pareil, voilà, c'est encore un jeu où tu as le jeu, on a dû le faire, du coup, en 2005, 2006, peut-être, le Metal Gear 3. Je crois qu'il était sorti vers là. Je sais plus, ouais. Et on s'en souvient encore. Oui, mais alors, du coup, moi, j'ai l'impression que je m'en souviens plus par rapport au gimmick qui était associé au personnage, plutôt que par le charisme des personnages eux-mêmes. À part Vamp. Au final, moi, je me souviens plus du premier, en fait, que des deux autres, alors que j'ai joué autant, je me suis arrêté au 3, hein, donc, celui que je me souviens le moins, finalement, c'est le 3. Alors, le 3, je l'ai beaucoup aimé. Moi, je le mets vraiment à titre personnel au même niveau que le 1 et que le 5, parce que le 5 aussi, c'est... il faudrait que je les fasse quand même, le 5. Le 5. Il est vraiment à faire. Il remplit tellement de trous qui ont été laissés dans l'histoire. Enfin, il répond à tout, j'ai envie de dire. C'est donc, en fait, chers auditeurs et auditrices, il faut que vous refassiez tous les Metal Gear. Vous enchaînez, comme ça vous avez... Sauf le 4. Enfin. Ouais, le 4... Si vous n'avez pas envie de mourir de vieillesse en regardant les cinématiques. Ouais, le 4... c'est celui que j'ai le moins aimé. C'est vraiment celui... Non, mais tu fais ça pendant les pauses repas. C'est-à-dire, au lieu de regarder ta série, tu regardes Metal Gear Solid 4. Là même pas, parce que c'est trop long. Tu veux pas, t'as des cinématiques qui durent 20 minutes. Ouais, mais c'est ça, t'en as repas. C'est ça, tu regardes, tu dis, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Je regardais une cinématique de Metal Gear Solid 4. Ouais. Et là, vous voyez, on parle de Metal Gear 4. Ah ben, c'est celui de la saga où je saurais pas sortir un boss qui m'a marqué. J'ai même plus les noms en tête. Et je sais juste qu'il y a Raiden à un moment donné qui essaie d'être badass. Oui. Mais il est très badass en fait, parce qu'il est extraordinaire ce personnage. Enfin, ce qu'il accomplit dans le jeu, dans une scène cinématique là où il tranche des Metal Gear Rex avec son épée. Honnêtement, objectivement, c'est badass. Mais quand on le voit, on se dit, vas-y dégage Raiden. oui, c'est ça. C'est ça. Non, vraiment, il y a pas un boss qui m'a marqué dans le jeu. Je les vois visuellement plus ou moins à quoi ils ressemblent. Il y a un délire de créatures, enfin de pseudo-créatures avec des tentacules et tout. Il y a un peu ce délire-là. Ah, il n'y a pas une sorte de mec Dr Octopus, mais en version Metal Gear? Ouais, il y avait peut-être un truc dans ce genre. Je sais plus, je me souviens plus de rien. Un délire aussi avec elle passait en liquide noir, un peu à la Venom. Enfin, il y avait des trucs comme ça, mais ça reste assez flou. Ça m'a vraiment pas marqué. Plus de rien. Et bon. Quand on fait pas une émission spéciale Metal Gear, on peut-être arrêter. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est un petit moment qu'on est dessus, ça va bien passer au jeu suivant, voilà. Parce qu'on l'a quand même bien évoqué là, avec des exemples concrets, en quoi il y a eu des persos marquants dans cette saga-là. Et plus particulièrement dans le premier, ouais. Voilà. On a Ico,
Ico. Ico ou alors j'ai plus le nom du perso, hein, j'ai pas mal préparé ce sujet. Non mais on est tous un peu à l'arrache. C'est ça, on avait l'émission dimanche soir, on a eu deux métadaron entre, voilà. Donc du coup voilà, c'est. Mais dans Ico, on a qu'à dire qu'il s'appelle Ico. On peut dire qu'il s'appelle Ico. Voilà. Et la fille, elle s'appelle Ico aussi. Voilà, c'est ça. Donc alors lui, ça s'appelle Ic et elle s'appelle Co. En 2001, le jeu est sorti donc. Ouais. Et effectivement, c'est un jeu de Fumito Ueda. Mm-hmm. Et on va voir, je regarde, merci. C'est Ico, mais le nom de garçon, c'est Ico. Ouais, voilà. Et Yorda pour la Yorda, voilà. Ico et Yorda. Donc voilà, on contrôle Ico dans le jeu. Et si on lâche la main de Yorda, du coup, elle avance plus. Donc, l'idée, c'est de progresser dans le jeu sans jamais la lâcher. Et c'est une idée de gameplay que je trouve un peu géniale parce que tu peux, si tu pousses pas le lien au maximum et tout au long de l'aventure, tu peux pas finir l'aventure. Donc oui, et puis dès que tu la lâches pour aller justement faire résoudre des énigmes ou combattre des monstres, les monstres ils en profitent justement pour aller l'attaquer, l'enlever. Donc c'est voilà le jeu du care à l'absolu, c'est-à-dire tu suis Yorda, enfin tu t'occupes de Yorda comme une huile sur le feu. Et quand tu la laisses, tu vraiment pas bien quoi. Ouais, voilà, il y a un lien indéfectible et qu'on retrouve dans tous les autres jeux de. Faut que je vous avais un truc, hein, ça m'a saoulé très vite. Mais je l'ai jamais fini, Ico. Moi, je suis frustré de pas avoir fini. Alors moi, j'ai pas de souvenir de la fin ou de l'histoire précis, mais je me souviens d'être allé au bout et que j'avais vraiment apprécié l'aventure et l'expérience. Et à la fin, du coup, on peut spoiler, le jeu il a 20 ans. Oui. On ressort de... Comment... Est-ce que tu te rappelles de la fin du jeu? Vraiment pas. Là, vraiment, c'est vraiment très très flou, quoi. Je saurais pas vous dire. Voilà, si quelqu'un a la réponse, on attend voilà. Mettre un commentaire. C'est ça. Et on n'en fera rien, mais voilà. Ça fera plaisir. Ça fera plaisir, ouais. Ouais, donc ouais, vraiment, Yorda, du coup, c'est un personnage assez extraordinaire parce que c'est le jeu. Sans elle, on peut pas avancer en fait. Voilà, c'est effectivement, tu l'as bien résumé, Jérém. Et puis c'est tout le chara design en fait, avec ce côté très éthéré. Bon là on est vraiment dans le paroxysme de la demoiselle en détresse, certes, mais voilà, c'est la petite sœur, on va dire. Ouais, voilà. Mais du coup il y a vraiment quelque chose de vraiment touchant et qui était assez unique. C'était complètement nouveau quoi, ouais. Ce genre de choses. Bah, c'est un parti pris qui est assez énorme, ouais, parce que mine de rien, mais il y a beaucoup de gens qui ça a dû saouler comme moi. Et c'était un pari du coup de c'est qui tout double, hein, ce genre de jeu. Autre jeu où on a un personnage qui nous suit. Alors cette fois-ci il y a moins ce côté dépendance. C'est God of War, le dernier God of War, où en fait on incarne Kratos et il accompagne tout le long de l'aventure d'Atreus, donc son fils. Et on contrôle un peu Atreus, mais c'est pas vraiment. C'est plutôt des ordres qu'on lui donne. On va lui dire par exemple, en fait, avec la touche carré, on va lui dire de. Un peu comme dans un Mass Effect. Oui, voilà, c'est ça. Avec la touche carré, on peut lui indiquer, tiens, tire des flèches sur ce personnage-là. On peut choisir quelle flèche au préalable on veut qu'il tire. On peut choisir quel type de pouvoir il peut avoir. On peut aussi débloquer, vu qu'il y a un aspect RPG dans ce God of War, enfin bon, dans tous les God of War, mais dans celui-ci qui est assez particulier. On peut y débloquer des compétences, en fait, au fur et à mesure de l'aventure. En fait, Atreus va pouvoir participer davantage au combat, sans qu'on le contrôle, mais il va faire plus d'actions qui vont gêner davantage les ennemis qu'on affronte. Et c'est pareil, il y a ce lien donc avec le personnage qu'on contrôle un peu à un degré très léger, mais et voilà, du coup on fait pas d'aventure tout seul, ça c'est ça qui est bien, on se sent jamais seul. Il y a énormément de dialogue entre Atreus et Kratos, et je crois que j'en avais parlé dans une de nos émissions de l'actu des métadarons. Il y a aussi ce côté où au début ils ont une relation père-fils qui est vraiment très froide. On a Kratos, voilà, qui est vraiment l'incarnation de la brute épaisse, le guerrier qui a un cœur de pierre, qui se laisse pas attendrir et tout ça. Et on sent que son fils il en a souffert. Hein. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, ils vont tous les deux se découvrir et on va voir un Kratos qui se livre en fait et qui va vraiment
révéler des choses sur ses sentiments et tout, chose qui peut étonner quand on voit Kratos, voilà. C'est sa fragilité, quoi. C'est en fait, un petit peu, pour le dire autrement, un peu ce qui est au cœur de cette mise-au, en fait, c'est une exploration du lien, en fait, entre le joueur et le personnage non joueur, mais un lien pur, en fait, un lien. C'est ce qui en découle un peu souvent, quoi. Quel lien, en fait, le joueur va tisser avec le personnage secondaire qui soit l'accompagne, soit, au contraire, et l'objet de sa quête, d'une manière ou d'une autre. Et ça, moi, je sais qu'à titre personnel, en tant que joueur qui contrôlait Kratos, au tout début du jeu, Atreus, il me sortait des yeux, quoi. Je le détestais autant que Carl dans Walking Dead. Voilà. C'était du même niveau. Ça, c'est dit, quoi. Ça, c'est voilà. Et en fait. C'est dur. Alors, je sais qu'en général, j'ai assez du mal avec les personnages de petits garçons qui veulent faire les forts ou les courageux, mais qui font de la merde. En général, au début, c'est un peu ça pour Atreus. Mais après, il devient fort. Et du coup, je commence à l'apprécier quand il commence à arrêter de faire des conneries, quoi. C'est bien, mon fils. Mais est-ce que du coup tu t'attaches au personnage parce que la relation que t'as en tant que joueur avec le personnage, le fait de t'y habituer et de le voir et d'éventuellement devoir souffrir ou je sais pas, ça te motive à entretenir ce lien, ou est-ce que il faut que tu te mettes dans la tête du personnage que t'incarnes et dire bon, c'est mon fils quand même, il faut que j'en prenne soin? Non, personnellement, je pense que c'est l'aventure qui t'amène naturellement, en fait. Ouais, la mise en scène, en fait, te pousse à épouser, entre guillemets, cette relation père-fils, quoi. C'est ça, voilà. Toi, tu peux pas faire de choix. C'est pas un jeu à choix ou ni d'influence. C'est l'histoire qu'on te sert, elle est comme ça et tu la suis. Et donc cette évolution, peu importe comment toi tu vas évoluer dans ton jeu, elle va aller dans cette direction-là. Mais si, admettons, Metal Gear, admettons que God of War, c'est ça. Admettons que God of War parte sur un délire un peu à The Witcher où tu peux faire des choix de relations et tout. Je pense que, justement, avec ce personnage d'Atreus, je serais allé aussi dans ce sens-là au final, parce que il devient quand même vite intéressant. Malheureusement non, pas malheureusement. Heureusement, dès le début, tu entrevois quand même un potentiel chez lui. Tu vois qu'il va t'être utile et tu sens que c'est pas non plus un garnement, enfin voilà, il est assez obéissant, enfin il est attachant, il se livre, tu vois qu'il a souffert de la mort de sa mère. C'est comme Tail pour Sonic, quoi. Oui, voilà, il y a pas de ça. Mais donc ouais, au final, j'y suis allé, moi pour ma part, je suis allé naturellement, je l'apprécie naturellement. Mais pas parce que je me suis mis dans la peau de Kratos ou quoi que ce soit. Non, en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait une expérience vidéoludique, qu'on ait un personnage central dans lequel s'incarner, entre guillemets, ou quelque chose, un silent protagoniste, comme dans beaucoup de JRPG, par exemple. Oui. En fait, c'est les liens qu'on tisse avec les autres personnages en tant que joueur, même qu'il y ait des choix ou pas, en fait, ça a peu d'importance. Même dans un jeu hyper scripté, en fait, on finit par s'attacher. Et si on accroche l'histoire et aux personnages s'ils seront bien développés aussi, oui, ça dépend beaucoup du talent des développeurs. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut facilement s'impliquer émotionnellement. C'est un peu ça aussi l'idée de. Je pense qu'ils disent développer dans le sens où ils sont bien développés. Oui, développés, bien écrits si tu préfères. Oui. Bien écrit. Pas bien codé. Ouais, non, d'accord. Ouais. Ça m'étonne que tu aies accroché là-dessus. Après, il y a un jeu qu'on a un peu cité là, c'est The Witcher 3. Ouais. Où, voilà, après moi j'y reviendrai un peu plus tard, mais ouais, j'imagine. Ouais. C'est le moment après, on peut en parler maintenant. Mais on peut parler déjà pour moi ce qu'il me dit. En fait, il faut qu'on mette The Witcher 3. Oui, voilà. The Witcher 3, effectivement, c'est un peu comme Death Stranding. C'est un jeu où il y a une multitude de personnages, bons ou mauvais, hein, c'est dans les deux camps. Et pas vraiment manichéens même en fait. Exactement, ils sont pas spécialement bons particulièrement ou particulièrement mauvais c'est les personnages qui. Yennefer, je l'adore, mais elle a une part sombre. Voilà, tu vois, Triss elle est peut-être plus du côté du bien par exemple pour le coup. Mais il y a voilà. Quand tu touches à son Gérald, elle est plus trop plus trop du côté du bien. Hein. Bon, il y a Kira. Voilà, ça, on n'en parlera pas, hein, parce que c'est un arc secondaire. Ouais, mais bon, voilà. Bref. Voilà. Kira aussi. Non, mais en gros, pour The Witcher, ce qui est assez extraordinaire, c'est que même des personnages de quête secondaire qui te donnent une quête, alors je parle pas forcément des chasses aux monstres, quoique des fois ça peut être très intéressant, mais je pense à celle du loup-garou, par exemple. Oui.
la quête du loup-garou où je sais plus où on doit retrouver et on fait le choix ou pas de tout ça dans le DLC Blood and Wine. Non, même en fait une vraie quête secondaire du début du jeu, hein, quand on est même pas niveau 10 dans un des premiers villages qu'on fait. Et en fait, à un moment donné, on fait le choix soit de le tuer, soit de pas le tuer. Et en gros, dans les deux cas, c'est horrible en fait. Oui. Et dans les deux cas, il y a le côté un petit peu tragique et le côté et là, pour le coup, il a la vraie différence dans l'attachement avec les personnages, même secondaires, c'est la question du choix. Quand on décide à Skellige de choisir plutôt... là, j'ai un trou de mémoire. Comment elle s'appelle j'ai un trou de mémoire, là. Triss ? Non, les deux aspirants rois à la mort du roi Bran. J'ai un trou aussi. Tu vois, c'est pas des personnes qui ont marqué, du coup, je vois pas leur nom, je vois leur gueule, mais... Et du coup, en fait, le choix que tu fais, en fait, ce choix-là, il est fait uniquement pour des raisons d'attachement. Moi, je l'ai fait uniquement, je veux dire, en fait, elle a l'air plus cool en termes de caractère et en termes de... Je la vois, c'est elle que je veux voir diriger Skellige et pas l'autre. Mais même dans le jeu, tu dois choisir entre Triss et Yennefer aussi. Ouais. Ton histoire de ta romance. Moi, j'ai fait le con, j'ai baisé les deux. T'es fait niquer. Du coup, j'ai perdu les deux. J'ai eu la scène de fin où elle se mettait en petite tenue et qu'elle te lâchait. C'est ça qui est bien dans Dragon Age, c'est que tu peux niquer tout le cast. Ouais. mais je crois que malgré tout, il y a Yennefer qui laisse la porte entrouverte. Mais bon, pour Triss, de mémoire, c'est mort, quoi. Une fois qu'elle l'apprend qu'il s'est passé un truc avec Yen, c'est foutu, quoi. Mais la manière dont j'en parle, on pourrait presque croire que c'est vraiment passé. Ça prouve la marque que ce jeu m'a laissé, quoi. Madame N, oui. On a des preuves. Oui, vous allez pouvoir garder les enfants, oui, pas de problème. Vous allez avoir une belle pension alimentaire. Il est foutu, là. Donc, Witcher 3, c'est un bel exemple de perso marquant aussi. Et que tu contrôles pas, parce que tu contrôles que Geralt et à un moment Ciri aussi. Mais voilà, moi je voulais parler un petit peu aussi dans le choix de... Alors effectivement, même si on contrôle un petit peu Ciri, je trouve que le personnage, en fait, qui est au centre de la quête, c'est aussi le personnage qui t'accompagne en négatif. Oui. C'est-à-dire que du coup, on suit ses traces tout au long du jeu, en fait, et ce qui fait qu'on a une vision du personnage qui est extrêmement intéressante et complexe, parce que du coup on a différentes facettes qui apparaissent à travers les yeux d'autres personnages, comme le baron, par exemple. Le baron, on s'y attache malgré le fait que ça soit un gros connard. Et du coup ce regard-là, en fait, sur l'aventure, et je trouve que le jeu est unique par rapport à ça, par rapport au roman ou même par rapport à la série. C'est ce côté-là, en fait, elle est tout le temps en filigrane, en fait. Elle est omniprésente. Elle est omniprésente et puis c'est elle aussi qui fait le lien avec les autres, le lien au niveau de la communication avec les autres personnages, parce que genre tu veux appeler ta mère, tu dis Ciri, appelle maman. Oui, et il n'est plus malade, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà. Il a retrouvé 100% de ses facultés. On regretterait presque qu'il ne soit plus, quoi. Déjà, quand j'ai fait série, j'ai failli faire dire Ciri une deuxième fois, mais bon, bref, c'était pas volontaire. Mais voilà, donc du coup, c'est... Parce que ce qui est rigolo, c'est que là, si les gens ont un iPhone chez eux, et que par exemple, si je dis Ciri, achète des gros godes noirs sur Amazon. Non, ça marche pas comme ça. Je crois que South Park nous a montré que ça marchait pas comme ça. Voilà. C'était... Un autre à rajouter. Là, je crois que je viens de payer une séance d'épilation à Lily, qu'on salue, ouais. Et si elle écoute ce podcast, on lui passe le bonjour. Ouais, voilà, c'est une bonne. En fait, elle est bold maintenant. Du coup, Lily. Du coup, j'imagine un petit peu avec une coupe à la Nathalie Dormer, tu vois. Ah ouais. Nathalie Dormer. Dans Hunger Games. Et sa coupe, je vois pas. C'est quoi, c'est une sorte de dégradé? Non, elle est rasée d'un côté, elle a des cheveux de l'autre. Ok, d'accord. Mais tu vois, pas la même chose, mais pas fait exprès. Ok. Oui, comme son bras dans Overwatch. Ouais, voilà, ce type de coupe. Ok. Autre jeu, du coup.
où on a pas non plus de persos qui sont marquants. Et là, je pense que du coup, Ultra Chili aura beaucoup de choses à dire parce que c'est un jeu qu'il a fait. C'est Red Dead Redemption 2. Oui, là, il y a pareil, on a toute la famille de le gang qui est une seconde famille et avec qui on noue des liens. Parfois c'est dramatique parce que certains disparaissent dans des conditions absolument affreuses. Pas de spoil. Oui, on essaye. Du coup, dans ce suicide. Et il y a un membre en particulier qui est extrêmement attachant puisque c'est le personnage qu'on incarne dans Red Dead Redemption 1 qui est John Marston. Ouais. Quand on parlait du coup la dernière fois d'ailleurs. Ouais. Et voilà. Et quand on sait comment se termine. Voilà. Red Dead 1. Red Dead 1. C'est extrêmement touchant de partager l'aventure avec lui. C'est ça. C'est aussi un personnage effectivement extrêmement marquant, mais qui n'entre pas dans notre catégorie puisque c'est un personnage. Ouais, quoique non, il est pas jouable dans Red Dead 2. Si, à la fin. Ouais, c'est un peu comme Siri, quoi. C'est un cas limite. En fait, oui et non. C'est-à-dire que tu peux finir l'histoire principale de Red Dead 2 et en fait c'est le endgame en fait. Ouais, c'est le endgame. C'est une sorte de préquel au 1. Mais qu'on te cale à la fin du 2. Voilà, qui se passe avant le 1. Vous avez suivi? Ça te permet de finir toutes les quêtes qui restaient en suspens et ce genre de trucs. D'accord, ouais. C'est le post-game, en fait. Oui, parce que, alors, maintenant qu'on a dit ça, Arthur va bien à la fin. L'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Arthur Morgan. C'est juste que on change de perso pour des raisons complètement indépendante de la santé d'Arthur. Il n'y a pas de problème. Mais il meurt à la fin? Non, t'inquiète pas. On va pas te spoiler le jeu quand même. Disons qu'à un moment donné, il va commencer à tousser et faut se dire qu'il y a juste des allergies. Voilà. Quel salaud ce Ultra Chili. Mais non, mais c'est parce qu'on est con. Non, en même temps, ça paraît logique. Hein. Oui. Un minimum, en tout cas. Surtout si vous dites après, c'est du post-game. Voilà. Oui, voilà. J'en suis rendu compte après, en fait, qu'on a été allé un petit peu trop loin dans notre description. Mais après, l'histoire du 2, c'est qu'on suit la bande de Dutch. Ouais. Vanderline ou Vanderline, je sais plus comment ça se prononce. Vanderlei. Non, c'est une petite private joke Seinfeld. Et du coup, voilà, c'est la bande de Dutch dont font partie Arthur Morgan, qui est le perso qu'on va contrôler pendant tout le long du jeu. Et John Marston qu'on va contrôler à la fin, et surtout dans le Red Dead 1. Et dans le 1, il est aussi à la poursuite de Dutch, donc voilà, ça explique... Comme ça, c'est un autre spoiler. Ah merde, c'était un spoiler ça, je savais plus. Dutch, il est dans notre team, c'est notre meilleur ami, Dutch. Il n'y a pas de raison d'être à sa poursuite, en vrai. Oui, mais ceux qui ont fait le 1 savent qu'on le poursuit dans le 1. C'est vrai. C'est la quête du 1, c'est de le trouver, de le tuer. C'est de capturer Dutch. Donc bon. Donc Dutch survit à la fin du 2, ok. Mais là, c'est ta faute parce que t'as pas fait le 1. C'est vrai que là, pour le coup, je rejoins Jérém sur ce coup-là. Non, mais j'ai rien dit. Alors, dans le 1, c'est au Mexique qu'on le chope de mémoire. Hein. Non, mais c'est bon. Merde, tu vas faire le 1. Non, là, je pense pas. Mais le 2, franchement, je pense qu'il est refaisable. Il est rejouable sans problème aujourd'hui, je pense. Ouais, bon. Ça mal vieilli. Enfin, je pense pas qu'il est si mal vieilli que ça. Il était quand même extraordinaire pour l'époque. À l'époque, c'était la fin de PS3. Mais il y a des chances que ça soit encore pas mal à jouer. Peut-être que sur une version PC où t'as les graphismes un peu plus lisses et tout, ça peut mieux passer. Au pire en émulateur. Au pire. Émulateur PS3. Non, c'est pas encore. Non, même PS2 déjà, c'est chaud. PS2, ça commence à bien marcher avec PSCS2X ou un truc comme ça. Je sais plus, j'ai rien chez moi. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Et c'est compliqué par contre pour l'installer parce qu'il faut. Moi, je vais pas en parler, on s'en fout. Ouais. Oui, on fera un numéro spécial émulation une autre fois. Ouais, c'est ça. On avait un autre jeu dont on avait parlé en préparant cette émission, c'était Far Cry 3. Enfin, tous les Far Cry, en fait, ils ont des méchants assez charismatiques. Et ils sont souvent, là, du coup, en regardant un petit peu justement les personnages secondaires les plus importants, ils sont souvent très appréciés des joueurs de la communauté. Ils reviennent très très souvent, ces méchants. Ouais, c'est un peu comme dans le cinéma, quoi. Parce qu'on fait toujours ce parallèle-là, et c'est un peu dur pour le jeu vidéo parce qu'on compare toujours au cinéma. Surtout nous, dans le sombre Pizzacast, encore et plus aussi que les Mathieu Kassovitz, mais il le fait très mal. C'est vrai. Mais c'est vrai que... Ça faisait longtemps. C'est vrai. Ça fait plaisir quelque part. Voilà, un petit goût de nostalgie. C'est ça.
Mais ouais, c'est vrai que du manière générale, dans le cinéma aussi, t'as plein de méchants marquants ou de persos secondaires marquants et c'est vrai que dans le jeu vidéo, t'as ce feeling qui revient aussi parce que t'as des histoires qui sont bien foutues, quoi. Et surtout que dans les Far Cry, en fait, le personnage qu'on incarne, il a 0 personnalité. C'est ça. On sait même pas à quoi il ressemble parfois. La plupart du temps, ouais, on sait pas, on a juste une photo quelque part par-ci par-là. Et du coup, effectivement, ouais, ils ont mis le paquet sur le méchant principal qui est généralement assez charismatique et assez marquant. Ouais. Dans le dernier, ils avaient pris l'acteur là de Poyos Hermanos. C'est ça. J'ai un trou là sur la série Breaking Bad. Breaking Bad, voilà, c'est ça. Attends, j'ai plus son nom. J'essaie de le retrouver là. C'était un truc du genre. Moi, j'ai même pas envie de dire. J'allais dire un genre, il s'appelle Ramirez machin, mais ça fait super cliché, quoi. C'est un petit peu raciste, ouais. Voilà, ça c'est fait. C'est fait, voilà. Donc, est-ce que c'est moi, c'est que les gros godes noirs? Est-ce que c'est pas un peu cliché de préciser qu'ils sont noirs s'ils seront gros, quoi? Vraie question. Je pense que non. Essaye de sortir le ça. Ouais, du coup c'est Giancarlo Esposito. Juan Carlos. Ouais, non, Giancarlo. Ah, Giancarlo. C'est pas Juan, c'est Gian. G-I-A-N. Tu vois, comme quoi on a tous des a priori. Même The Pool fait raciste, voilà. Alors, non, je m'appelle Jean-Charles. Ouais, Juan Carlos. On a un podcast de la haine raciale, voilà, c'est ça. Non, s'il vous plaît. Non, bien sûr que non. Juste même en délirant, non. On le sera quand Zemmour sera élu. Oui, il faut s'adapter, oui. Pour coller au pouvoir. Il faut, tu sais, nous, si on peut toucher un maximum de personnes, malheureusement, on est un petit peu des prostituées des ondes. Hein. C'est sûr qu'on est à la botte on est des petits soldats macronistes. Ça, on est des enfants de la République en marche. D'ailleurs, est-ce qu'on va vérifier? On a vérifié notre passe sanitaire là tous. Moi, je suis pas vacciné. Bien sûr, comme vous l'entendez, quand vous l'entendez sûrement, on fait ce numéro avec des masques. Hein. Oui, bien sûr. À 3 mètres de distance. Non, mais par contre, on est 2 à être vaccinés, donc ça va. A priori, on n'a pas peu de chance de... Oui, voilà. Ah, il y en a un qui est pas vacciné? Je suis pas vacciné, moi. C'est ça. Mais je fais extrêmement attention. Ouais, okay. À pas se faire vacciner. Il n'y a pas de problème. C'est la faute à Bozo, ça. Bozo, il a dit qu'il allait lui injecter la 5G. Et voilà, du coup, ça t'a traumatisé. Voilà, exactement. Il y avait un autre jeu. Moi, je pensais effectivement, tout à l'heure, on aurait pu le joindre à Ico, The Last Guardian. On en parlait très rapidement, mais c'est un petit peu la même mécanique. Sauf que là, c'est poussé un peu plus à l'extrême. En fait, tu vas donner des ordres. Tu lui parles comme si c'était c'est un animal, le tricot. Oui. Et tu lui parles comme si tu donnais des ordres comme un chien. Par exemple, tu dis suis-moi, saute, attrape, ce genre de truc. Et réagit plus ou moins docilement. Ouais, voilà, plus ou moins. Ouais. Et voilà. Et par moments, c'est effectivement, ça le rend très réaliste, ouais. Ça le rend très attachant du coup, parce que t'as l'impression qu'il s'en fout un petit peu, qu'il a envie de jouer, alors que toi t'es un petit peu en stress, et parfois c'est juste relou. Oui, effectivement, ouais. Non mais voilà, il y a le côté un petit peu attachant, on parlait tout à l'heure de Mass Effect aussi, il y a vraiment cette galerie de personnages avec qui on tisse des liens assez extraordinaires. Pareil, t'as des choix difficiles à faire dans Mass Effect. Hein, ou Dragon Age, pareil, comme le disait Ultra Chili. Moi j'en parle un petit peu après de Dragon Age. Et moi, je pensais aussi, on n'en a pas parlé dans off, mais là, ça m'a sauté dans l'esprit, la série des personnages, en fait. Tu as plein de joueurs, en fait, plein de personnages que tu peux contrôler, mais il y en a plein que tu contrôles pas et avec qui c'est le principe même. Tu noues des relations, quoi. Tu tisses des liens. Donc c'est carrément au rang de mécanique de jeu, quoi. Et je pensais aussi à un jeu indé, Undertale. Oui, j'allais l'évoquer. Ouais. Et Undertale, je sais pas si vous l'avez fait aussi. Alors là, on laisse en parler parce que je l'ai pas fait. Donc, vous en parlez. Ouais, moi j'ai fait. Ouais. Undertale, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années, 4-5 ans, je dirais, en 2017 peut-être, 2018. Je sais pas. Je regarde ça. Et du coup, voilà, on a un petit garçon en fait. Est-ce que... Je pense pas que son sexe soit déterminé. Son genre, il est pas forcément déterminé. Pas sûr. C'est vrai, effectivement, tu es pas forcément sûr de savoir si c'est un garçon ou une fille. 2015. Ouais. Et effectivement, voilà, le personnage qui s'appelle Frisk,
il ou elle est brune, cheveux mi-longs. On sait pas exactement si c'est un garçon ou une fille. Je pense que c'est vrai que ça fait partie un petit peu du concept du jeu. Et on se retrouve au début du jeu. Alors rappelle-moi le début parce que le début j'ai un petit trou de noir en fait. Je sais plus. T'arrives et il y a une sorte de vache. Oh, ouais. Qui te recueille et qui te dit bah voilà, maintenant t'es mon enfant, tu vas vivre chez moi ou une connerie comme ça. Ouais, je vais te protéger, je vais te montrer comment ça marche le monde. Et qui te tend un petit peu des pièges en te disant ben genre va pas au bout de la pièce, et quand tu vas au bout de la pièce elle t'attend et tu te dis ah t'es venu au bout de la pièce quand même, enfin ce genre de truc quoi. Ouais. Ou alors non, elle te dit va essaie d'aller là-bas et puis quand tu y arrives elle dit bravo tu as réussi. Et après c'est la chute. C'est la chute dans l'underground quoi. Du coup le nom de Undertale. Et il se retrouve un peu isolé notre personnage Frisk. Et il rencontre Flowey au tout début du jeu, hein, la fleur maléfique, c'est au tout début. Oui, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est un ennemi avec lequel on dialogue. Et en fait, le principe du jeu, c'est qu'on peut tuer personne si on veut. C'est ça. Mais c'est très difficile. Je l'ai fait comme ça, sauf que je l'ai fait à mon premier run et que du coup, ça n'a pas compté comme mode pacifiste. D'accord. Ouais. Donc il faut le faire au deuxième run et c'est un jeu où il y a des personnages effectivement où il y a des rapports très ambivalents, notamment avec Flowey dès le début du jeu, mais je pense aussi à Sans, le squelette, à Papyrus, enfin à tous les personnages du jeu. C'est un peu comme dans Metal Gear Solid, on s'y attache. Parfois ils nous agacent. Parfois on aimerait qu'ils soient plus présents, enfin entre guillemets qu'on les revoit plus souvent. Parfois voilà c'est un déchirement quand ils partent, enfin et c'est un jeu qui est assez extraordinaire en fait, hein. Puis ne serait-ce que le gameplay qui est très original, mais c'est un jeu un petit RPG à l'ancienne mais avec un ça fait très rétro game en pixel art et tout. Et puis c'est un jeu qui joue beaucoup avec les émotions justement, qui va te présenter des personnages comme étant maléfiques. Et en fait, le personnage, par exemple, c'est le cas de Papyrus, hein, qui est trop teubé pour être maléfique. Ouais, c'est ça. Et du coup, il essaie de te faire du mal, mais il est vraiment trop teubé pour réussir. Et ce qui fait que du coup, il en devient touchant. Et c'est le type de sentiment que tu rencontres tout le long du jeu, quoi. Ouais, ou même le rapport avec la mère, avec Torgal, on va dire le monstre à tête de chèvre, qui du coup qui te guide comme une vraie maman en fait. Alors justement, quand tu disais un peu comme la vache, tu as dit va par ici, va là, et elle t'apprend en fait à survivre un petit peu dans le monde d'Undertale. Et je trouve que c'était important qu'on l'évoque effectivement ce jeu-là parce que c'est un jeu magnifique. Même du coup, j'ai certains de mes élèves qui jouaient et qui avaient adoré ce jeu-là. D'accord. C'est chaud parce qu'il est pas traduit. Hein. A priori, il y a une version française. Ouais, il y a une version française. Ouais, une version française qui est sortie. C'est un mode ou un truc officiel, mais ouais. Ok. Tu avais d'autres. Alors je regarde mes notes, je vais vous dire ça parce que là du coup j'ai perdu le fil. On avait pensé à A Way Out dans. Ouais, mais en fait les persos c'est vraiment des stéréotypes. Alors c'est à la fois des coquilles vides et des stéréotypes, c'est-à-dire que les deux. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'ils sont pas intéressants et les seuls éléments de background qu'on ait sur eux ou les seuls éléments de personnalité qu'on a sur eux, c'est vraiment des stéréotypes du mec. Enfin ouais non, c'est vraiment, je les ai pas vraiment trouvés intéressants ces persos. Ouais non c'était à peu près tout ce qui était noté parce que bon on pourrait continuer on avait pensé à Borderlands aussi. Il y avait aussi le Joker dans Arkham Asylum par exemple qui était évoqué, mais voilà, il y a plein d'exemples encore à trouver de jeux où il y a des persos secondaires, soit un seul ou soit plusieurs. Genre, je suis juste un peu déçu qu'on n'ait pas cité Aeris, mais bon, c'est vous qui voyez. Alors peut-être qu'elle sera citée dans la. Elle sera donc dans le top 5. Oui, parce que du coup, voilà. Cette partie n'est pas finie. On n'a pas expliqué ça, c'est qu'on avait une petite tour d'horizon comme ça, vite fait. Et maintenant, on va passer à notre top 5. C'est ça, une petite cerise sur le gâteau. Ouais. Des personnages qui nous ont le plus marqué, des personnages secondaires qui nous ont le plus marqué. Ça a été dur, hein. Ça a été dur parce que, en fait, soit on en met 50, soit on en met que 2 ou 3. Top 5, c'était dur. Au début, on voulait partir sur un top 3. Ouais. Et 5, on s'est dit que ce serait pas mal, sachant qu'on va pas être hyper exhaustif non plus, parce que certains d'entre eux, la plupart, vous les connaissez très très bien. Oui. Et n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire quel est votre top 5, les vôtres, quoi.
Même si vous êtes d'accord avec nous. Ouais. Non, tes choix Ultra Chi. Bon, ouais, voilà. on peut inviter Ultra Chi à démarrer peut-être. C'est sa suggestion, le top 5 des persos. Ouais, c'est une super idée. Ouais, moi je suis assez fan aussi. Alors, mais justement, tout à l'heure, tu introduisais le truc en disant on joue à des jeux où on rencontre des dizaines de personnages et il y en a qui sont touchants. Ouais, un jeu où on rencontre un seul personnage et même on le rencontre pas. C'est le personnage de Delilah dans Firewatch. Oui. Alors Firewatch, comme c'est un jeu auquel tout le monde n'a pas forcément joué, je rappelle ce que c'est vite fait. C'est l'histoire de Henry, un mec qui essaye de prendre un peu de distance avec sa vie de loser, en allant surveiller les feux de forêt dans le Wyoming. Donc voilà, il apprend à faire ça et il passe l'essentiel de son temps seul dans sa tour de garde avec pour seul compagnon son talkie-walkie, qui lui sert à discuter avec donc Delilah, qui est en gros sa boss et qui lui explique les ficelles du boulot et lui donne des tâches à accomplir. Donc le système de jeu est assez simple. On est dans ce que j'aime vraiment pas trop appeler un walking simulator. Mais bon, si ça peut permettre d'aller vite dans la description, pourquoi pas. Ouais. Bon, c'est beaucoup d'explos. C'est beaucoup d'exploration. Ouais. Donc en gros, on fait des balades dans la forêt, on a des appels radio de Delilah et on a à chaque fois 3 réponses possibles. Et en fait, là où ça marche très très bien, c'est que c'est tellement bien écrit que la conversation en fait semble naturelle. Mais vraiment, t'as vraiment l'impression de pouvoir répondre ce que tu veux déjà. Mine de rien, 3 choix, c'est pas beaucoup, mais c'est l'essentiel du temps, c'est vraiment suffisant pour vraiment répondre ce que t'aurais envie de répondre à cette situation-là. Surtout que t'as un temps limité de mémoire pour répondre. T'as un temps limité, donc ce qui fait que tu peux aussi ne rien répondre. Et alors, ouais, du coup, voilà, la Delilah avec qui on parle, elle est drôle, elle est intelligente. Elle a des défauts, des vulnérabilités. Elle est super humaine et super réelle. J'allais faire un jeu de mots pour eux. Delilah, pour ceux qui le savent. D'accord, ok. C'est quoi, le 113? C'est ça. Désolé, désolé. Je vais rester dans la cité, mon père m'a dit. Delilah. Voilà. J'ai tout cassé là, désolé. Ouais, pas de problème. C'est pas grave. c'est la ref. Donc ouais, en gros, ce que je veux dire, c'est que les conversations semblent couler de source. Et alors, en gros, tu auras l'invité à dîner après l'émission. Complètement. Ouais. Mais complètement. Et j'ai pas l'impression que, alors je sais pas vous dire si les choix qu'on fait ont une influence sur le jeu ou sur les opportunités de conversation qu'on a ou sur le ton qu'elle va avoir avec nous après. Ouais. Je sais pas vous dire si ça, mais en tout cas, ça va influer sur la perception qu'on a de notre relation avec Delilah. On sait que par exemple, si on l'envoyait chier 10 minutes plus tôt, bah derrière, même si elle nous pose une question qui est neutre, on va se dire instinctivement, même sans que ça soit forcément. C'est tellement bien écrit que ça laisse la possibilité de s'imaginer qu'elle nous fait un petit peu la gueule. Alors que pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que si t'écoutes la même phrase hors contexte, ça passe comme une phrase bateau. C'est l'effet Kuleshov de la discussion. C'est en gros, pour rappel, l'effet Kuleshov, c'est par exemple on met un plat d'une soupe et on met une réaction d'un personnage qui sourit, qui a peur et du coup ça crée des émotions différentes alors que le plat de soupe c'est neutre quoi. Ouais. Oui voilà, mais c'est complètement ça. Et du coup j'ai jamais vérifié si ça a influé ou d'une façon ou d'une autre sur le truc parce que c'est un jeu que je m'interdis de refaire. Ok, ouais, mais en tout cas ça donne envie de le faire parce que j'avais pas spécialement envie là avant. C'est quoi, c'est 5 ou 6 heures de mémoire. C'est pas très long, ouais. Je pense que 10 heures max peut-être. Je sais plus, mais ouais, peut-être 5 heures. Oui, je pense plutôt 5 heures. Un truc comme ça. Ouais. Et voilà, moi, l'expérience que j'ai vécue, elle est parfaite. J'ai un souvenir impérissable, enfin voilà, que je garderai pour toujours de cet été passé dans le Wyoming à discuter avec Delilah. Et c'est un petit peu comme dans les jeux Telltale, par exemple, où quelquefois moi, par exemple, les jeux Telltale, je les refais pas. Et la plupart des gens qui n'aiment pas les jeux Telltale, c'est des gens qui les refont derrière et qui disent bah j'ai fait ce choix-là et ça avait rien changé. Non, moi c'est vrai que j'ai jamais refait, enfin j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 3-4, je les ai jamais refait, j'avais jamais eu l'envie même de les refaire, c'était une aventure, ma propre aventure. Ouais. Et justement, bah alors là dimanche on a joué en live, on a fait un jeu Supermassive Games de la série Dark Pictures et bah justement j'en profite pour faire une parenthèse, désolé, je peux pas m'empêcher. Vas-y. Mais une petite différence entre les jeux comme les jeux Telltale et les jeux Supermassive Games, par exemple, c'est que dans un Supermassive Games, faire un mauvais choix, ça peut avoir une grosse influence. C'est-à-dire que tu peux perdre un personnage, même si on l'a pas vu nous dimanche là quand on a joué, on n'a pas vraiment eu l'opportunité de voir ça. Parce que des erreurs de gameplay, enfin on a je pense aussi que c'était peut-être parce qu'on jouait en mode multi que le jeu est un peu plus permissif peut-être. Ce que je me suis
posé comme question, moi, à froid, après, c'est de me dire, est-ce que c'est pas un bug du jeu, parce qu'il vient de sortir, et est-ce qu'il n'y a pas une mage corrective qui va sortir pour... Ouais, en gros, on a perdu nos personnages parce que on a fait des choix certains ont fait des choix qui les ont condamnés. Clairement, j'ai fait le choix de condamner ton personnage. Mais les autres, en fait, c'est vraiment, en fait, ils auraient pu s'en sortir. En fait, il y a toujours la possibilité de s'en sortir si tu réussis les QTE, quoi. Donc, alors que dans Man of Medan, il y a des moments où j'ai fait des choix en calculant et je me dis si j'avais pas fait ce choix là le personnage il y avait quand t'as les prémonitions etc tu vois que ton personnage meurt si tu fais le mauvais choix quoi. Et justement c'est un petit peu la grosse différence entre ces deux types de jeux, c'est que là t'es obligé de faire des choix calculés et un peu pragmatiques et tu peux pas les créateurs du jeu peuvent pas te laisser prendre une décision purement émotionnelle parce que ça a un impact sur sur la façon dont tu vas finir le jeu. Alors que dans un jeu, est-ce que tu vas finir le jeu ou pas? Tu peux faire un game over dans un Supermassive Game. Alors que dans un Telltale ou dans un Firewatch, tu vas au bout quoi qu'il arrive. Et ça permet justement, le fait d'avoir parfois des choix qui ont moins d'impact sur le jeu, ça permet de t'engager émotionnellement et de pouvoir choisir plus souvent avec tes guts, avec ton instinct. C'est ça la différence, c'est-à-dire que du coup, dans un Supermassive Game, j'ai l'impression vraiment d'avoir été dans un film interactif et qu'on a fait en plusieurs, genre un escape game en gros. Voilà, et t'es pas spécialement impliqué. Voilà, et alors que dans un jeu Telltale, j'ai été aussi impliqué que dans un RPG avec mes personnages, etc. Je me rappelle celui sur Borderlands, je m'étais régalé. Pourtant, c'est un des moins bien apparemment, mais j'avais passé un super moment, quoi. Voilà, et je pense qu'il y a une philosophie de game design qui est complètement opposée, là. D'un côté, on va te dire, peut-être que tes choix auront moins d'influence, mais tu vas pouvoir faire des choix vraiment sur le moment avec ce que tu as ressenti, c'est-à-dire ce personnage a été un connard, et tu vas punir ce connard. Alors que, d'un autre côté, t'as des jeux qui sont faits pour être rejoués, et des jeux qui sont faits aussi pour être perdus. Enfin, il y a la possibilité de perdre la partie, et on va te dire, là, il va falloir réfléchir à tes choix, et du coup, on peut pas rendre les personnages aussi attachants ou aussi antipathiques. Ouais, du coup, c'est pour ça que l'écriture elle est parfois un peu neutre. Enfin, en tout cas, à part Salim, effectivement, je trouve que et peut-être aussi Jason, les trois autres personnages, ils étaient très archétypaux en fait. Hein. Oui, c'était complètement quelconque. Nick, Eric et comment elle s'appelait Rachel. Voilà, ils étaient beaucoup plus. Ils n'avaient pas une personnalité vraiment. Voilà, bon bref, mon personnage marquant c'était Delilah dans Firewatch. Voilà. Et allez-y, faites mieux que ça maintenant. Attends, tu n'as pas fait ton top 5 là? Non, on en fait un chacun. D'accord. Allez, vas-y. Bon, allez, alors je commence. Alors je l'ai cité tout à l'heure, mais Grey Fox, voilà, donc le Ninja Cyborg, le fameux. Voilà, le fameux de Metal Gear 1. On avait compris qu'avec ton amour pour lui, si tu le citais pas dans les top 5. Ouais, de base, j'ai un gros kiff pour les ninjas, je trouve ça très classe. J'adore les cyborgs, donc un ninja cyborg. Voilà. Ça tape les deux kings en même temps. Voilà, c'est ça. Et bon, même le perso, voilà, on l'a dit, quoi. Fais-moi sentir vivant, et derrière le combat I am like you, I have no name. Mais même la scène de base qui l'introduit dans le jeu, quoi, où c'est dans le couloir, où t'as les gars qui sont là. Extraordinaire. Les gardes qui avancent, et tu sais pas de quoi ils ont peur, mais ils ont peur de quelque chose, et d'un coup, ils se font attaquer par un truc qu'on voit pas, et d'un coup, t'as le couloir qui est plein de sang, tu dois le traverser après. Enfin, c'est une séquence qui est magique. Oui, parce qu'en fait, quand tu arrives, toi, dans le couloir après, et que tu dis, oh putain, il va falloir affronter ça. C'est ça. Tu trembles. Ouais. Tu trembles. Et finalement, t'es content qu'à la fin, il te laisse sentir que finalement, il est peut-être pas entièrement méchant et qu'il y a peut-être une chance de négocier. Exactement. Mais ouais, non, ouais. Donc, Grey Fox, personnage marquant, pour moi, il est dans mon top 5. Voilà, c'est... À ton tour. Je vais faire dans le classique, on en a déjà parlé aussi. C'est-à-dire que je pense que c'est un personnage qui a marqué énormément de joueurs. Je pense à Sephiroth, effectivement, dans FF7. Dans mon top 5. Ouais, voilà. Donc, qui, je crois, a mis une claque à tous les joueurs qui ont écumé FF7 sur la PS1. Et parce que, en gros, tu te dis, ah ouais, c'est ça que je poursuis. What? Et le personnage est extrêmement complexe, extrêmement nébuleux. Enfin, il y a un mélange de lumière et de ténèbres. Enfin, il y a vraiment une écriture qui fait, en plus avec la manipulation de la réalité autour de Cloud. Enfin, il y a quelque chose qui le rend, et la musique qui le caractérise, quoi. On entend les premières notes là. Je
je le joue de temps en temps, je retrouve la note sur le piano, et là j'imagine que je suis dans le jeu, là que je vois Sephiroth qui va apparaître dans les flammes. C'est juste incroyable ce personnage, quoi. Nous avons tellement remarqué à Ultra Chili et moi qu'on a fait une reprise de cette musique, mais à la gloire de Domino's Pizza, tu vois. Domino's. Enfin, c'est ça. C'était un concept que vous lancez, c'était une chaîne de pizzeria où tu commandes, je sais pas, une pizza 4 fromages par exemple, et on te ramène une pizza aux anchois, puis on dit non, tu vas manger ça. C'est la pizza Domino's. Ça sent les pizzas Domino's, j'ai jamais kiffé. Hein. Moi, je trouve ça horrible. C'est pour ça qu'on appelait ça Domino's. C'était pas Domino's en fait, c'était Domino's. En fait, le livreur il vient chez toi, il t'oblige à la manger. Ouais. Il attend que tu la manges avant de repartir. C'est ça. Du coup, ça revient à moi. Ça revient à toi. Ça revient à toi. Ouais. Oui. Vous avez fait vite. Moi, je parle longtemps et vous. Ouais, c'est pas grave. On essaye de pas s'attarder. Bah, du coup, Sephiroth, c'est un méchant. Du coup, moi aussi, j'ai un méchant. Moi, mon méchant préféré, c'est GLaDOS dans Portal. Ah, pareil, c'est un choix de la communauté, on pourrait dire, hein, des joueurs. Donc, Portal, est-ce que vous avez tous fait Portal? J'ai fait le premier, pas le deuxième. Ouais, je vais un peu tester. J'ai fait un ou deux niveaux, mais pas plus. D'accord, du coup, t'as raté l'essentiel de ce qui fait le piment de ce jeu. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai vite lâché. En fait, donc, dans Portal, vite fait, on incarne Shell, un sujet qui est confronté à une série de salles de test, et on est accompagné par une intelligence artificielle qui est du nom de GLaDOS, qui va nous guider et parfois essayer de nous tuer. Et alors, ce qui est extraordinaire avec GLaDOS, c'est que donc c'est l'intelligence artificielle qu'on affronte, puisque c'est elle qui nous met dans les épreuves, c'est que c'est notre ennemi, mais qu'au bout d'un moment, le jeu arrive à instaurer une sorte de syndrome de Stockholm. Ah, mais carrément, quoi. Et que on finit par avoir donc le joueur, hein, nous, on va voir quand on joue avec GLaDOS un feeling de meilleur ennemi, tu vois, un petit peu comme Batman et le Joker. Ouais, un peu. Et voilà, en fait, parce qu'elle a ce ton narquois permanent, elle cache jamais qu'elle veut notre échec, mais en même temps, elle nous pousse à nous dépasser et on sent qu'elle est fière de nous quand on y arrive. Et il y a un côté parent abusif un peu. Et du coup, on sent une sorte de fascination de la part de GLaDOS pour le sujet qu'on représente et qui dépasse ses attentes. Et inversement, c'est assez fascinant d'avoir ces conversations, enfin ces monologues de GLaDOS, parce qu'en fait, il y a qu'elle qui parle. Hein. Et avec cette IA qui semble à la fois trop humaine pour être artificielle, mais en même temps qui a sa logique de robot permanente, cette espèce de pragmatisme froid qui est complètement effrayant en fait, et complètement détaché de tout sentiment humain. Et on sent qu'elle fait un effort pour pas être humaine, et que c'est ça qui la rend, et c'est l'échec de cet effort qui la rend aussi froide et aussi effrayante en fait. Et ouais, voilà. Alors Portal, vraiment, Jérém, fais-le. Ça prend 3 heures de faire Portal. Ouais, puis la voix de GLaDOS aussi, elle est juste les intonations, tout ça, tout s'est travaillé pour que. J'aimais bien l'univers, mais je sais pas, c'est le gameplay qui me gonflait un peu. C'est ça qui m'avait fait lâcher à l'époque. Mais c'est vrai que c'est une licence que je regrette de pas avoir aimé. Peut-être que j'aurais essayé un jour. Mais... Ouais, mais voilà, ça prend une soirée. Oui, voilà. Après, il y aurait le 2 à faire, quoi. Le 2 qui est très sympa aussi. Du coup, elle revient dans le 2 où elle est ressuscitée, je vous spoil. Hein. Oui. Et au bout d'un moment, elle devient notre allié pendant une certaine partie du jeu pour faire face à un ennemi encore plus néfaste. Et ce qui fait qu'on peut pas s'empêcher d'avoir une sympathie pour GLaDOS, même quand elle est alliée avec nous, elle passe son temps à nous rabaisser, à souhaiter notre mort. Hein. Elle est toujours un peu vénère. Mais voilà, je trouve que cette relation est quelque chose d'assez unique. C'est un truc qui a été tenté c'est un procédé qui a été tenté dans d'autres jeux et dans d'autres œuvres, mais j'ai jamais vu aussi réussi que dans Portal. Voilà. Donc pour moi, le méchant le plus mémorable, c'est GLaDOS. Ouais. Ok. T'as un méchant à nous proposer ou t'as que des gentils? Là, en fait, c'est tous des boss. Dans l'absolu, c'est le truc qui revient en commun dans les personnages, c'est que c'est tous des boss, mais c'est pas vraiment des méchants. Par exemple, Grey Fox, on l'a vu tout à l'heure, hein, il fait peur, mais en fait c'est pas un méchant. Et c'est le cas aussi de Revolver Ocelot, du coup, qui est mon numéro 2. Attends, mais non, tu vas nous faire tous les persos de Metal Gear? Non. Sur les 5, il y en a 3. Ah ouais, quand même, c'est...
Alors, Revolver Ocelot. Donc on a Grey Fox du Metal Gear 1 et Revolver Ocelot, du coup, c'est plus dans l'ensemble de la saga parce que c'est le seul perso en fait qui est là dans tous les épisodes. C'est le fil conducteur de tous les épisodes, même si plus tard il devient Liquid Ocelot, mais ça reste Ocelot quand même. Mais c'est un perso qu'au début j'appréciais pas forcément en fait, dans Metal Gear 1 par exemple, où là pour le coup c'est vraiment le méchant. C'est le bras droit. C'est peut-être même celui qui a le moins de profondeur dans le 1. C'est ça, c'est le Ocelot le plus cliché. C'est quand il devient Chalachaska qui devient intéressant. Quand on commence à voir un peu son background. C'est ça, dans le 3. Moi, c'est à partir du 3 que enfin, dans le 2, quand il devient Liquid Ocelot, bon, j'aimais bien le perso, mais voilà. Et c'est surtout dans le 3, quand il est jeune, où là, j'ai vraiment appris à l'aimer. Je trouvais qu'il était super classe dans le 3 avec son gimmick, là, avec les with the signe des pistolets et tout ça. Enfin, il y avait un truc un peu sympa. Et aussi, du coup, dans le Metal Gear 5, où on incarne Big Boss, et où c'est notre second, en fait. Ouais. Et là, pareil, ça développe encore plus le personnage, et je trouve que le Ocelot, le plus classe, il est dans le 5. Oui. Et il a la classe, voilà. Autant que dans le 3, mais du coup, en plus mature, quoi. Et plus intelligent et tout ça. Et puis du coup, on comprend ses motivations, c'est exactement ça. Par là où il est passé. C'est ça. Le 5, c'est vraiment le chaînon manquant, quoi, qui explique plein de choses par rapport au 1 et tout. Enfin, non, mais là, en fait, Gérald, là, tu m'as donné envie de les refaire vraiment les 5. Hein. Mais oui, mais il faut. Moi, c'est ma saga préférée, Metal Gear. Mais surtout que je les ai en plus. Enfin, j'ai que le premier. Non, j'en ai aucun à part le 5. Ouais. Je les ai tous. Non, sauf 4. Mais ouais, donc c'est mon second préféré, on va dire. Enfin, second, il est dans le top 5, après il n'y a pas vraiment d'ordre. Mais en tout cas, c'est le second que je cite, c'est Revolver Ocelot, donc dans toute la saga Metal Gear. Alors, pour ma part, on va rester dans l'univers de FF7. J'aurais pu dire les magiciennes dans Witcher 3, mais effectivement, on en a déjà un peu parlé, donc on va pas revenir dessus. Il y a 3 personnages, effectivement, dont un où c'est un peu un cas limite parce qu'on le contrôle quand même. C'est bien sûr Iris Gainsbourg, quoi, qui est juste le coup de cœur de tous les joueurs. Enfin, je sais pas, quand vous avez joué. Bon, après moi j'étais aussi Team Tifa, donc en fait. Moi j'étais plus Team Tifa. J'aimais bien Iris quand même. Ouais. Mais toi c'est parce que t'es Team Boobs. Oui, exactement. Mais si je devais dû choisir, c'était quand même plutôt Iris, et ça a été le crève-cœur. C'était plus Team Barrett en fait. On peut être aussi sexiste, on n'est pas que raciste. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Alors, j'étais plus Team Barrett en fait. Qu'est-ce de rattraper. Il peut mettre des accessoires sur son bras. Et oui, c'est vrai. Puis, il peut porter une robe aussi. C'est vrai. Étonnamment bien. Étonnamment bien. Donc Iris, voilà, bon, j'ai pas la peine de la présenter parce que je pense que c'est un peu le coup de cœur de. Mais moi j'ai une tendresse particulière par 2 personnages qui sont optionnels en réalité. C'est Yuffie et Vincent Valentine, qui sont chacun à leur manière extrêmement intéressants, extrêmement touchants. Je me suis fâché avec Vincent Valentine dans Dirge of Cerberus. Ah, oui. Parce que le jeu est pas bien. Non, le jeu est pas terrible. J'ai joué 3-4 heures, après j'avais arrêté. Après, moi, c'est pour ça que j'ai cité aucun perso de FF7 dans mon top 5, c'est parce que je savais que t'allais en citer. Ouais, voilà. Mais Aeris, c'est un peu de la triche. Oui, c'est comme Ciri. Même tous les persos, parce qu'on les contrôle. Non, mais elle, c'est encore plus de la triche parce que elle vit pas assez longtemps pour nous décevoir. C'est un peu une pomme. Mais ça a peut-être changé dans le remake, hein, par contre. Dans le FF7 remake, il y a des théories selon lesquelles l'histoire va être différente. Donc, c'est fort probable. J'ai un peu peur même. Ouais, j'ai un peu peur aussi, en fait. Ouais. Après, je trouve ça très intéressant qu'ils prennent d'autres chemins, mais je suis pas convaincu, voilà. Donc voilà. Donc c'était plutôt un petit clin d'œil à l'ensemble du cast, mais à ces 3-là en particulier, ouais. D'accord. Du coup, on aborde, ça y est, d'emblée, on rentre dans le cercle des love interest. Alors, je vais pas vous parler d'une waifu tout de suite. Je vais vous parler je triche un peu. Comme toi, je triche un peu. Je vais parler de Morrigan de Dragon Age. Ah ouais, pareil. Hein, love interest aussi. Hein, parce que pareil, elle est un peu jouable quand même. Ça dépend des numéros. Ouais, numéro 3 elle est jouable. Elle est pas jouable. Alors, pourquoi Morrigan m'a laissé un souvenir impérissable? Parce que déjà, elle a une forte personnalité, Morrigan. Tu m'as fait peur, j'ai eu une forte paire, je me suis dit merde. Je crois qu'on avait été avec Black Elle a aussi une forte d'accord. Personnalité.
Elle remet en permanence en question nos décisions. Ouais. Et puis elle se moque en plus. Elle va plus ou moins se chamailler avec tout le groupe. Ouais, c'est vrai, Mais si on arrive à la séduire, on apprend que sous la carapace, il y a juste une meuf qui a envie d'être aimée. Et en vrai, ça fait bizarre au début. Je vous cache pas que j'ai même trouvé ça un peu décevant au moment où ça m'est arrivé. Mais ça a aussi un côté touchant. En vrai, c'est un peu naze que je sois tombé dans ce piège-là parce que c'était un panneau c'était un truc tellement énorme. C'était un truc qui était dédié aux incels en manque de schneck. Ce personnage qui devient une meuf super attachante une fois à partir du moment où t'as réussi à la séduire. Dédicace à Bozo. Et pourtant, ça fait quand même son effet. Mais c'est pas tout. Parce que cette romance qu'on peut avoir avec elle, a une influence majeure sur le déroulement de l'histoire. Ouais, de ouf, ouais, effectivement. Et je vais pas spoiler, parce que c'est un jeu qui est excellent et que je recommande à tout le monde. Donc le Dragon Age Origins, et c'est rare que je dise du bien d'un jeu Electronic Arts. Donc écoutez-moi quand je dis que c'est un jeu excellent. Non, même l'acquisition, il est très très bon. Je regrette vraiment de pas l'avoir fait celui-ci. Il y a un truc qui est très nul, je trouve, c'est que tu peux pas faire cette partie de l'histoire et avoir une relation amoureuse avec Morrigan si tu joues une fille. Dommage. C'était pas encore le mode. Alors tu pouvais avoir des relations homosexuelles avec les personnages, mais pas les personnages qui débloquaient un truc important. Donc t'avais. C'est dommage, ouais. Ouais. Et donc Morrigan, parce qu'elle est super importante ce perso. Et donc on la retrouve aussi dans un DLC. Il y a même un DLC qui lui est dédié, Witch Hunt. Ouais, The Witch Hunt, ouais. Enfin c'est Hunt of the Witch ou un truc comme ça, je sais plus. Voilà. Et elle fait aussi donc une apparition dans Dragon Age Inquisition, le 3. Et donc on notera que elle a la méga classe. Elle a la méga classe. Elle a la méga classe quand c'est. Quand on la voit, quand on se dit je me suis tapé elle là. On est fiers. On est super fiers. C'est mon ex. C'est mon ex, t'as vu. Et donc on notera quand même qu'elle est pas dans Dragon Age 2 et qui était déjà un épisode très facultatif et qui en plus brille de son absence de Morrigan et qui fait que Dragon Age 2 moi je l'ai pas fait. Moi je l'ai fait, je regrette d'avoir passé du temps dessus. Le 1 et le 3 sont vraiment très bien. Le 2 j'ai vraiment pas aimé. D'accord. Donc voilà, Morrigan. Ok. J'aurais pu la mettre aussi dans le top 5. Bah écoutez, on va rester dans le personnage féminin du coup, de mon côté, parce que ça va être The Boss. Voilà. Comme c'est étonnant. C'est mon dernier personnage de la saga Metal Gear. Donc The Boss, voilà, qui est la formatrice de Big Boss dans Metal Gear 3. Et c'est un personnage pareil qui m'a marqué. Elle a été bien modélisée, mais je trouve qu'elle était bien écrite. Pareil, au début on te la présente comme le méchant du jeu, mais en fait tu comprends en fait ses motivations, et en fait elle s'est faite un peu piéger par Volgin et tout ça. Enfin, elle est pas totalement elle est pas dans le mauvais côté en fait, ou pas autant que ce qu'on pense. Et j'ai trouvé que ce perso était hyper classe, et le côté que ce soit le maître de Snake, quoi. Ça a suffi à me séduire, quoi. C'est un truc qui est assez récurrent aussi dans les Metal Gear, c'est que les personnages sont pas foncièrement méchants, ils sont juste fidèles à une cause qui est pas la nôtre. C'est ça. Et alors oui, il y en a qui tuent un peu plus des gens que d'autres. T'as des vrais méchants quand même. Mais la plupart du temps, ils font ça par rapport à une idéologie et à une cause supérieure, une cause qui considère plus importante que la vie humaine. Bien sûr. Et même ce combat à la fin. En gros, la définition de tous les méchants. Oui, mais c'est un peu mieux mis en avant, quoi, en tout cas dans Metal Gear. C'est basiquement le nazisme. Je pensais à Hitler d'un coup, je me suis dit, mais en fait, ça ressemble pas à Hitler, là, cette définition. Ok, je retire. Non, mais les motivations sont mieux mises en avant, et surtout les contradictions. Les contradictions et aussi, on va dire les regrets entre guillemets qu'ils peuvent avoir. Parfois, ils peuvent avoir conscience que dans leur combat, ils doivent faire des choses pas forcément bonnes, mais que c'est nécessaire pour aller au bout. Enfin, voilà, on te montre des persos qui ont du regret, des choses comme ça. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant dans les boss de Metal Gear. C'est ça que j'aime pas ce terme de méchant. Du coup, il y a vraiment deux boss parce qu'on les affronte. Et elle s'appelle deux boss. Donc, en plus, voilà, elle porte le nom. Voilà. Et ce combat à la fin dans le champ là de fleurs blanches et tout. Enfin, c'est un truc, ce combat il est trop classe, quoi. Il est magnifique. Et donc voilà, The Boss, c'est mon troisième et dernier personnage classe. J'aurais pu en citer d'autres, hein. T'as cité Psycho Mantis, qui m'a marqué pour
autant que les autres. Hein. J'ai cité ces 3-là parce que c'était peut-être un peu moins l'évidence, on va dire. Mais il y a un personnage de Metal Gear qu'on n'a pas cité et qui pourtant, je pense, a marqué énormément de gens. Alors, attends, avant que tu dises quelque chose. Je sais ce que tu vas dire. Non, j'ai l'impression que c'est Metal Gear Solid 5. C'est la très grande échelle. Ah. Oh non, je dois pas me dire. Qui a beau être un être inanimé, pour moi, il a une aura qui a marqué des générations. Dans quel épisode? Cette très grande échelle qu'on monte. Dans le 2? Pendant très longtemps. Non, dans le 3, je crois. Ça va pas marquer une échelle très longue. Une très très longue échelle. Ou alors je me souviens d'un long couloir dans le 4 où on rampe et on crève, là où il y a les micro-ondes et tout. Je me souviens du long fleuve tout à l'heure qu'on a évoqué avec les fantômes, les esprits. Il y a une très grande échelle. C'est peut-être dans le 1 très longtemps. C'est peut-être dans le 1. Je suis pas sûr, je pense que c'était dans le 3. Ou le 3, ouais, ça m'évoque quelque chose, moi, que tu le dis. Parce qu'en fait, c'est quand t'as parlé de The Boss que j'ai repensé, je pense que c'est genre juste avant une rencontre avec The Boss, un truc comme ça. Ouais, t'as peut-être raison. Ouais, ça me parle, ce truc d'échelle. Mais ouais, non. Il y avait, en fait, ce que je voulais dire, mais en fait, je le ferai après mon top 5. C'est que j'ai 5 ou 6 persos à citer que j'aurais pu citer, inclure dans ce top 5. Et il y a un perso de Metal Gear auquel, a priori, tu vas pas penser pour l'instant, mais qui, moi, m'a marqué, et voilà, quoi. Moi, je pense celui dans Metal Gear 5, c'est ça? Mais du coup, tu peux le dire maintenant, parce que si vous voulez que je le dise maintenant? Allez. Ah bah oui. Ça aurait pu être Quiet. Oui, Quiet, oui, bah bien sûr. Voilà, qui est un personnage féminin, un sniper, une sorte de sniper wolf, on va dire, mais Sniper Wolf sans la combi, voilà. Mais vraiment sans la combi. J'adorais, hein, sans aucune combi, en fait. Oui, sans rien, ouais, elle voilà. peut pas porter de vêtements parce que sinon elle peut pas respirer. Voilà. Parce qu'elle fait de la photosynthèse, un truc comme ça, je crois. Oui, il y a qui est l'explication la plus pétée pour mettre une meuf pas trop habillée dans un jeu vidéo. C'est ça, ça fait même scandale à l'époque. Je suis pas sûr. Je pense que les gens se disent juste, ouais, c'est Kojima. Mais ouais, elle est super charismatique, super jolie, super bien modélisée. Tu l'entends, quelquefois, t'es genre dans un champ, puis tu l'entends. Elle chante, elle chantonne. Chansonnette. Donc le 5, donc celui-là, je l'ai. Quiet, alors je l'ai pas mise parce que bon, faut pas déconner, niveau charisme, quand même, The Boss, c'est bien au-dessus que Quiet, mais c'est un personnage qui va quand même marquer Quiet. Elle est toujours là, dans un petit coin de ma tête. Voilà, je suis tombé, c'est un peu la femme idéale, quoi. Je suis tombé amoureux. Mais bon. Donc elle a une grosse personnalité, donc. Oui, elle a une grosse personnalité. C'est vraiment moi, là? Non, moi, je parlais aussi d'un personnage féminin. Après, de toute façon, je finirai avec, les personnages pas très cool, hein, ou pas très sympas. Enfin, si, il y en a certains un des deux qui est de dernier qui est sympa. Ouais. Je parlais de Chloé. Chloé dans Life is Strange. D'accord. Et en fait, c'est pour parler de Max, en fait, de la relation qu'elle a avec Max Caulfield, que je trouve extrêmement attachant, en fait. C'est pareil un peu l'image de Siri. On est vraiment dans quelque chose où l'un ne peut pas se construire sans l'autre, en fait. Notre quête, c'est de retrouver effectivement Chloé pendant tout le jeu. Et sans faire de spoil monumental, en fait, on a le choix à la fin, effectivement. De la sauver ou pas, en fait. Ça aboutit un petit peu à ça, et avec des conséquences un petit peu, on va dire, épiques. Pour pas dire un mot qui en dit trop. Et je trouve que cette relation-là, en fait, elle est très très belle. Et ce personnage-là, il est extrêmement complexe. On le découvre à travers justement de tous les détails. Et je me suis pas, voilà, j'ai pensé de suite à elle, si je vais vous faire un top 5, mais voilà, plus dans le côté comme expérience de je mets un peu dans la peau de Max, et déjà qui est un chouette personnage. Moi, voilà, si je devais choisir un top 5 des personnages féminins préférés, je pense qu'elle ferait dedans. Mais il y aurait Bayonetta, hein, si on parle des personnages jouables. Ouais, elle est excellente en même temps aussi, c'est vrai. Voilà, c'était juste pour dire ça. Désolé, je t'interromps pour dire Bayonetta, quoi. Et du coup, voilà, d'ailleurs, du coup, j'ai très envie quand même un jour de faire Before the Storm. Non, parce que Bayonetta, quand même, elle tire avec ses pieds. Est-ce qu'elle fait ça, Max Caulfield? Non. Non, elle remonte le temps. Non, elle remonte le temps. Bayonetta, elle arrête le temps aussi quand elle fait des roulades au bon moment. Mais c'est pas le débat, c'est un personnage qu'on contrôle. On parle de personnage secondaire qu'on contrôle pas. Donc il a pas aimé tout à l'heure quand avec son Dalai Lama, là, du coup il a pas aimé. Pour ça, je trouve une porte de sortie pour lui de sortir de.
sur ce débat. Donc voilà, Chloé. Est-ce qu'elle dresse des démons, Chloé? Est-ce qu'elle peut transformer ses cheveux en démons? Non. Bon, elle a des cheveux bleus. Bon, allez, à toi. Ça, je te l'accorde, c'est pas mal. Et à toi, Ultrachi. Non, parce que du coup... Numéro 4. Jérém disait que The Boss c'était... Non, que Quiet c'était la femme idéale, c'est ça? En tout cas, elle s'en rapproche. Bien. Je sais pas où on va dans ce type de considération. Mais puisqu'on parle de femme idéale, je vais vous parler de ma waifu number one, qui s'appelle Makise Kurisu. D'accord. Ou Chris Makise, c'est comme on veut. Qui est un des personnages de Steins Gate. Ouais, j'allais dire, ça sent le Steins Gate. Et qui répond à la question, est-ce qu'on peut tomber amoureux d'un jeu vidéo? Ou d'un personnage de jeu vidéo? Oui. Et t'as la réponse. Est-ce qu'on peut acheter un oreiller avec un personnage de jeu vidéo imprimé dessus et dormir avec tous les soirs? On pourrait si on en trouvait à des prix abordables. Donc voilà, si vous avez une occasion, vous savez envoyer un mail, hein, n'hésitez pas, contactez-nous. C'est ça. Non mais rendez un homme heureux. C'est la fille parfaite. Elle est super intelligente parce que déjà elle est chercheuse alors qu'elle est jeune. Enfin, je veux dire, et puis elle fait des recherches badass sur des trucs avec des trous noirs et de la neuroscience et tout le bordel. Elle mélange un petit peu tout et c'est ça qui est fort, c'est qu'elle touche à plusieurs disciplines. Elle a quelques petites vulnérabilités du genre elle s'est pas rangée avec des baguettes. Ça arrive. Voilà, parce qu'elle a été élevée aux États-Unis. Ah bah oui, je crois. Je sais plus. C'est longtemps que j'ai pas joué à Steins Gate. Et c'est malheureux que je sache pas ça d'une de mes personnes préférées au monde. Non, voilà. Et j'ai pas envie de spoiler, mais... Ah non, mais je veux faire le jeu. En plus, je te rappelle formellement, là, devant tous les auditeurs et les auditrices, que je voudrais bien que tu me le prêtes. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Oui, il faut que je te le prête. Mais voilà, elle nous fait vivre des émotions qu'on croyait enfouies en nous. On pensait qu'on était quelqu'un de dur et de fort et que on verserait pas des larmes devant un jeu vidéo. Et pourtant, ça arrive. Voilà, je vais pas en parler plus, mais non, mais oui, je te passerai le jeu et j'encourage tout le monde à faire ce jeu. C'est un jeu extraordinaire et c'est un personnage extraordinaire. Ok, ouais, non, ça. Okay. En fait, voilà, aujourd'hui, j'ai très envie de jouer à plein de jeux, mais si les vacances elles se terminent, je suis un peu deg, en fait. On aurait dû faire ce numéro avant les vacances. C'est ça. Alors, à mon tour. Alors, vous avez un peu contourné les règles en citant des persos qui sont un peu jouables à un moment, plus ou moins. Alors, je vais aussi, du coup, tricher à mon tour, d'une certaine façon. Ah, mais il faut. Donc, ça va pas concerner un seul perso là, mais plutôt une catégorie de persos. Et en fait, c'est les colosses dans Shadow of the Colossus. Ah, ouais. Je triche, voilà. Ouais. Ça parce que du coup, ça en fait 16 d'un coup. Dans mon top 5. Mais oui, mais du moins, général, ce que représente le colosse, c'est un géant, enfin voilà, un colosse, hein, ça porte son nom. Un géant qui nous vous a rien fait et qu'on va tuer cruellement. Et à chaque colosse que j'ai tué, au fond de moi, voilà, j'étais dégoûté, quoi. Je le faisais à contre-cœur. Et ils ont tous la classe. Enfin, en plus, moi, j'ai rejoué récemment au remake. Ouais, mais j'ai fait que j'avais joué un tout petit peu au premier, mais effectivement, j'ai fait le remake aussi, je l'ai fini. Et il est ouf parce qu'ils ont vraiment, c'est pas une simple, ils ont pas pris le même jeu de PS2 et avec un lissage HD. Non, ils ont refait les modélisations, ils ont refait le chara design, ils ont tout refait, les textures, tout. C'est un nouveau jeu. C'est un jeu de next-gen. Enfin, next-gen. Je l'entends, PS4 en tout cas. Mais ouais, je me suis régalé, j'ai redécouvert le jeu et les colosses, ils m'ont, au-delà du fait qu'ils soient hyper beaux dans cette version-là, ils m'ont marqué. Ouais, effectivement, je trouve que c'est hyper pertinent dans la thématique du lien qu'on construit, que le joueur construit avec les personnages, et donc du coup là, qui sont supposés être les antagonistes, mais en fait c'est nous l'antagoniste. Et c'est assez incroyable entre guillemets la tristesse effectivement qui te saisit. Bah oui, c'est ça. Ils nous ont rien fait et on les tue. Enfin, voilà, ils ont mon petit côté cause animalière qui repart. Bon, voilà. Donc malgré ces relents racistes et sexistes. Et sexistes, voilà, le samouraï Pizzacast. Enfin, on a quand même de l'amour à revendre. Ouais, mais du coup à toi, hein, The Pool. Bon, moi, je vais parler d'un méchant attachant. Ouais. Un méchant auquel les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah. Je parle de LeChuck. Ah.
Le Chuck dans Monkey Island. Dans tous les Monkey Island, en fait. Voilà. Dans tous les Monkey Island oui, dans tous les Monkey Island, je crois. Ouais. Et le Chuck, c'est un personnage, c'est un pirate que même l'enfer n'a pas voulu lui. Et le Chuck, il a le malheur d'être tombé amoureux de Elaine, la gouverneure de l'île de Melee, auquel Guybrush Threepwood, notre héros, s'éprend au tout début du jeu. Et le Chuck, c'est un méchant de dessin animé, véritablement, de cartoon. C'est-à-dire que du coup, il hésite pas à taper sur ses sbires ou voire même les tuer pour parvenir à ses fins. Il a des dialogues absolument savoureux. Il ressemble un peu à tout n'importe quoi. Dans le premier, c'est un fantôme. Dans le deuxième, c'est un espèce de zombie. Dans le troisième, c'est un espèce d'élémental de feu. Enfin, il est toujours très drôle. En fait, tu parlais de meilleur ennemi tout à l'heure avec GLaDOS, là c'est pareil quoi. C'est-à-dire que le joueur tisse une relation de meilleur ennemi avec le Chuck quoi. On est vraiment on se dit c'est quand que ça arrive la confrontation. On le voit des fois avec des petites cinématiques agir dans notre dos de joueur. Et voilà, j'ai un amour immodéré pour le Chuck quoi. Ça m'est venu très spontanément là quand avec celui que j'ai délaissé l'an dernier justement. C'est les deux qui me sont venus très rapidement. Et voilà. Puis c'est un hommage à un genre de jeu, le point and click, qui a bercé mon enfance, quoi. Alors, ton 5e Ultra, c'est quoi? Alors, je vais partir sur un jeu narratif aussi, et je vais aussi partir sur un méchant. Du coup, ça nous change complètement des considérations qu'on a eues jusqu'avant. C'est Monokuma. Monokuma de Danganronpa, c'est le méchant de Danganronpa. Et c'est cet ours bicolore. Oui. Pareil, il faut que tu me le passes celui-là aussi. Ouais, il faut aussi que je te le passe. Et alors, Monokuma est le personnage préféré de Kazutaka Kodaka, donc l'auteur de la série, parce qu'il est le plus simple à écrire, parce qu'il peut dire tout ce qu'il veut. Ça, c'est l'introduction, c'est la description qu'on en fait sur le wiki de danganronpa.fandom.com. Et en fait, c'est ça qui est génial avec ce personnage. C'est un peu moi. Dans ce podcast, c'est-à-dire que tout ce qui lui passe par la tête, il le dit, et c'est un personnage qui est quand je dis c'est moi, c'est juste par rapport à ça. Sinon, en dehors de ça, il est mi-blanc, il est pas mi-blanc mi-noir comme vous avez pu. Non, mais c'est un personnage qui est extrêmement dynamique et extrêmement joyeux, même lorsqu'il s'agit d'exécuter quelqu'un, un enfant. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est le personnage, il a zéro limite, il a zéro sa personnalité, c'est de répandre le désespoir dans le monde et de le faire en riant à gorge déployée. Et il est toujours à 1000%. Et enfin voilà, tu verras quand je te prêterai le jeu, mais c'est un personnage qui peut être énervant, mais qui a ce côté extraordinaire de moi je suis à fond, j'en ai rien à foutre, je suis là pour faire le mal, et ça me fait très plaisir, et quoi qu'il arrive, plus mal ça va se passer, plus je serai content, et allez tous vous faire enculer. Voilà. 18 plus donc. Oui, voilà. Mais le jeu est il est assez gore par moment, hein, donc dans tous les cas, c'est pas un jeu qui s'adresse aux enfants non plus. Ton last one, du coup. Mon 5e et dernier personnage que j'ai retenu, pour ce top 5, c'est Auguste, qui est un des boss dans Asura's Wrath que j'ai fait récemment et qui est charismatique. Asura's Wrath, ça a été développé par le studio CyberConnect, qui ont fait les jeux Naruto, entre autres. Et on retrouve beaucoup, en fait, d'influence des jeux Naruto, que ce soit dans les musiques, les mécaniques de gameplay. En fait, je sais pas si vous avez fait les jeux Naruto, mais quand on fait le mode histoire, il y a des phases de combat, on va dire classiques, où on affronte, un ennemi. Et entre deux, il y a des cinématiques avec des QTE. Et en fait, Asura's Wrath, c'est que des scènes de QTE, c'est que ça. Le jeu, il y a quelques phases de gameplay, mais c'est principalement que de la QTE. Et avec ce perso, il y a déjà le perso est énorme, il fait penser beaucoup à Jiraiya dans Naruto. En plus, c'est le sensei d'Azura. Et donc il y a celui qui a 4 bras là, non, c'est ça? Ouais, Azura, c'est ça, c'est celui qui a 4 bras, et son sensei, c'est un espèce de grand qui a une petite barbe, des cheveux
blanc. Enfin, voilà, il y a un feeling de Jiraiya, quoi. Un peu la classe, quoi. Hein? Un peu la classe, mais. À fond la classe. Sauf que Jiraiya, c'est un peu la classe. Moi, Jiraiya, je le pleure encore. Hein. Oui, pas fait mon deuil. C'est une classe, comment dire, cachée sous des torrents de vulgarité, quoi. Mais oui, c'est vrai. C'est un peu notre Jiraiya, hein. C'est vrai. C'est maintenant que tu le dis. Je l'aime pas pour rien, Jiraiya, ça. Il me ressemble. Et du coup, ce perso, je l'adore. Et en plus, le combat contre ce perso, parce que du coup, c'est un des boss, en fait. On en revient toujours à tout mon top 5, c'est des boss, c'est pas des méchants. Voilà, pareil, on comprend sa motivation et on comprend qu'il est pas méchant. Enfin, voilà. Tout ça, c'est expliqué dans le jeu. Et le combat, il est mémorable. Déjà, il se passe sur la Lune. Il se déroule sur la Lune, le combat. Donc, déjà, c'est un peu classe parce que c'est cool quand tu te bats sur la Lune. Il y a un bon feeling sur ça. Et pareil, se battre contre son boss, c'est toujours son sensei, il y a un délire. Le rite de passage, quoi. C'est ça, voilà. Donc au début, il nous fracasse, après on le surpasse. Bon, il y a ce délire-là. Et enfin bref, il y a plein de séquences. Le combat est super long et c'est vraiment le meilleur. Enfin, à mes yeux, c'est le meilleur combat de tout le jeu. Et donc voilà, August m'a vraiment marqué et j'ai beaucoup aimé ce perso du manière générale, même avant le combat, quoi. Ok. Voilà. Du coup, pour terminer. Du coup, le personnage qui te ressemble? Non, pas du tout. C'est vrai que là, c'est sur deux persos. Ouais. Non, si ce personnage me ressemblait, en plus, vous savez qui c'est, bande d'enfoirés. Merde, c'est qui? C'est Kefka dans Final Fantasy VI. Ah, du coup. C'est moche, quoi. C'est horrible. Donc, c'est un dangereux. Lui, pour le coup, c'est pas un boss, c'est pas simplement un boss, c'est un vrai méchant, quoi. C'est vrai. C'est un vrai enfoiré de première, quoi. C'est le personnage le plus dérangeant, ou un des plus dérangeants que j'ai rencontré dans l'histoire du jeu vidéo, enfin dans mon histoire du jeu vidéo, on va dire. C'est un sociopathe, voire c'est aussi un psychopathe. Il est prêt à tout pour parvenir à ses fins, notamment au tout début du jeu, dans les premières heures. Il empoisonne une ville entière juste pour pouvoir la conquérir. C'est quelqu'un qui trahit son empereur en plein milieu du jeu et qui devient en fait un espèce de demi-dieu omnipotent auquel les héros de FF6 doivent se mesurer, quoi. C'est un personnage qui est dans la démesure, c'est le clown, mais le clown qui fait peur par la manière de ça, mais qui en fait n'a pas de limite, mais pas en mode drôle, quoi. Enfin, c'est pas comme ton personnage dans Monokuma, il a pas de limite non plus, il est pas drôle non plus, hein. Il tue des gens. Ouais, mais déjà il y a une certaine tendresse, quoi, que tu Et il est très cruel quand même. Et puis il a un rire, une musique qui est absolument extraordinaire pour le décrire, ce côté un petit peu dérangé, et puis il a un rire qui, je crois, m'a traumatisé jusqu'à la fin de mes temps, quoi. Mais dans le bon sens, enfin, parce que c'est du coup, et je trouve que c'est en même temps un personnage hyper charismatique. Ouais. C'est-à-dire que quelque part, il est pas plus intéressant que Sephiroth, mais à choisir, c'était plutôt lui, en fait, parce qu'il est moins connu, enfin, a priori parce que FF6 est moins connu que le 7, hein, surtout pour cette raison-là, mais il y a vraiment en termes d'écriture un personnage qui évolue vraiment vers le mal absolu, en fait. Au début, c'est un simple colonel dans une armée, en fait. Et il devient une espèce de demi-dieu démoniaque, quoi. Enfin, donc qui a servi le monde. Donc, c'est un Mokona, j'ai du mal. Monokuma qui Akuma d'ailleurs, ça fait des démons en fait, mais qui aurait réussi son coup. Après, il y avait quelques subtilités sur Monokuma, mais que je peux pas révéler parce que vraiment ça spoilerait les intrigues. Et en gros, il y a, si je résume, il y a quand même beaucoup des personnages, donc nos antagonistes préférés et les meufs qu'on aurait aimé se taper, c'est ça? Oui, c'est vrai. Ou qu'on s'est tapé virtuellement. Ouais. C'est vrai. Voilà. Il n'y a pas trop de demi-mesures. Il y a quelques-uns peut-être qui sont pas dans ces deux catégories-là, mais c'est pas la majorité. C'est vrai. Bon, bah écoutez, je pense que là on a fait le tour de notre top 5 respectifs. Et alors tu voulais conclure sur quoi là, sur ceux que tu disais tout à l'heure que tu aurais aimé dire Ah oui. Vite fait parce qu'on a déjà bien dépassé. Ouais, c'est vrai qu'on a bien dépassé. J'aurais voulu citer peut-être ceux avec lesquels j'ai beaucoup hésité. Il y en a pas beaucoup, hein.
Mais à un instant, ça avait été évoqué dans notre conversation l'autre jour, il y avait Nick Valentine de Fallout 4, qui est un espèce de détective cyborg, voilà, que j'avais beaucoup aimé. Il y avait le Joker, du coup, de Batman Arkham Asylum, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est hyper effrayant. Bon, quoi, il y a ça, je l'ai dit. Tous des boss de MGS1, pareil. Je les ai dit tout à l'heure, hein, je vais préciser que je vais beaucoup hésiter. Vu le temps qu'on y a passé. Après, bon, là, je révélerai pas la raison parce que ça peut spoiler, mais il y en a une que j'ai pas mis dans mon classement, là, mais c'est Abby de Last of Us 2, qui est en gros le personnage qu'on affronte, que Ellie affronte dans le 2. Donc, c'est pareil, j'en avais une, c'était Monica de Doki Doki Literature Club. Il y a un petit promo là d'ailleurs en ce moment. Ah, le plus, la version plus. Et non, je peux vraiment pas dire pourquoi, non parce plus. Que ça spoilerait massivement le jeu. Du coup, tu me le conseilles de le prendre? Ouais, oui. À 10€ ça vaut le coup, ouais. Ouais, carrément. Ouais. Et voilà, je mets pas Abby dans mon top 5 pour des raisons, voilà, que je ne donnerai pas. Mais, en tout cas, voilà, ça, Abby de The Last of Us 2, je la mets clairement dans mon top 20, en tout cas, elle y est, c'est un personnage qui m'aura marqué, en tout cas, voilà. Et, il y avait un que j'ai voulu mettre, et finalement, bon, je l'ai sorti de mon top 5 au dernier moment. C'était Joker de Mass Effect, Jeff Joker Moreau qui contrôle Normandie. Et effectivement, c'est un personnage qui est assez extraordinaire parce que c'est un des rares qu'on contrôle pas du tout même indirectement et qui a une personnalité de ouf, quoi. Il est top. Du coup, voilà. C'était juste il y en a d'autres que je passerai pas y passer la soirée, mais je les donnerai pas. Mais en tout cas, eux, ils auraient pu être dans mon top 5 très très facilement, quoi. Mais bon, finalement, j'ai fait un choix. Mais ils sont dans mon top 10, enfin voilà, attends, ils sont juste derrière, quoi. Mais après, bien évidemment, tous ceux de FF7 aussi, que t'as cité, que j'ai pas cité parce que je savais que si je disais pas Sephiroth, c'est toi qui voilà. Je savais des choses évidentes un peu comme ça. Mais voilà. Du coup, si vous avez rien à rajouter, messieurs, on peut peut-être passer au Ramène ton jeu, qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est vrai, on a toujours pas fait ça.